Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un récit sur la vie d'Anne-Louise Bénédicte de Bourbon. Alors, qu'y a-t-il de pire pour une noble princesse qu'un orgueil blessé? Le père est le prince Condé, la mère est la princesse Palatine, et elle est Anne-Louise Bénédicte de Bourbon. Et elle a été mariée, contre son gré, à un bâtard royal. En raison des crises de folie de son père, Anne-Louise Bénédicta a été élevée par sa mère. La princesse n'était pas considérée comme un modèle de beauté au XVIIe et XVIIIe siècle. Dans ses mémoires, Élisabeth Charlotte du Palatinat mentionne qu'Anna-Louise Bénédicta souriait rarement à cause de ses mauvaises dents et que son caractère était plus colérique que bon enfant. Elle n'est pas très grosse, elle est très maquillée, elle a de beaux yeux, une peau blanche et des cheveux blonds. Avec un tel pedigree, la princesse aurait pu épouser un futur roi, mais elle fut donnée comme bâtarde de Louis XIV par la marquise de Montespan. Cependant, cette princesse présente deux particularités. Tout d'abord, elle était d'une taille bien inférieure à la moyenne. C'est la première chose que tous ceux qui l'ont vue ont remarqué. Deuxièmement, elle avait un bras douloureux, dont elle ne pouvait pratiquement pas se servir. Serait-ce la raison pour laquelle elle a eu un tel mari? L'orgueil blessé d'Anne-Louise Bénédicta a poussé son mari à lui faire porter d'autres insignes. Après tout, Louis-Auguste, duc du Maine, était lui-même un homme très doux, élevé par Madame de Maintenon, et était le fils préféré de Louis XIV. Ainsi, sous l'influence de son épouse, le duc du Maine entre au Parlement à l'âge de 20 ans, alors que l'âge minimum est de 25 ans. Anne-Louise Bénédicta joue également un rôle politique, cherchant à se venger du régent Philippe II d'Orléans pour avoir rétrogradé son mari. Les enfants illégitimes de Louis XIV devaient, par la volonté du roi Soleil, être supérieurs à tous les princes du sang pour pouvoir monter sur le trône. C'est ce privilège qui fut retiré à Louis d'Auguste par Philippe II d'Orléans. Dès lors, la princesse devient l'inspiratrice de la conspiration de Célamare contre le régent de France, à laquelle participent des courtisans et l'appui de l'Espagne. Anna-Louise Bénédicta était indéniablement intelligente. Elle a notamment étudié les mathématiques et l'astronomie avec Monsieur Malézier, le précepteur de son mari, ce qui était très inhabituel pour une femme de l'époque. Les aristocrates aiment la fréquenter, et certains deviennent même ses favoris, comme le cardinal de Polignac. Malgré l'amour que le duc du Maine porte à sa femme, celle-ci se montre assez froide dans ses sentiments. La princesse organise des bals, des danses, joue aux cartes, et lorsque son plaisir est perdu, elle s'en prend à son mari et à ses enfants. Ni les domestiques, ni le duc de Maine lui-même ne savent comment calmer la princesse volage. Toute sa vie, Anna-Louise Bénédicta s'est considérée comme supérieure, et son mariage avec un bâtard était indigne de sa lignée. Dans une de ses lettres au duc du Maine, elle écrit « Voulez-vous vraiment faire de moi une bergère à partir d'une princesse ?» Les lettres des conjoints sont en effet remplies de tendresse, de remarques acerbes, de mécontentement et de concessions voilées par des mots élégants et respectueux. Est-il juste d'accuser les hommes de tous les maux? Demande le duc de Maine. Le duc du Maine, informé de toutes les aventures de sa femme, écrit à sa sœur « On ne me mettrait pas en prison, mais sur mon jupon, pour m'être laissé mener par le bout du nez de cette façon. » Par la suite, il refusa de voir sa femme, et celle-ci ne put même pas aller dire au revoir à sa mère malade dans une autre ville. Le régent ne permettait tout simplement pas à Anne-Louise Bénédicta de s'éloigner à cause de la possibilité d'une conspiration secondaire. Au bout d'un certain temps, le duc du Maine se réconcilie avec Anne-Louise Bénédicta malgré son adultère. D'une manière ou d'une autre, il aimait sa femme. En 1736, le duc meurt, et Madame de Maine ne peut plus supporter les dépenses importantes liées à l'entretien du château de Montrond. Elle laissa le château de Montrond aux habitants de la région, qui en firent une carrière, et la princesse elle-même loua à vie l'hôtel Biron. Aujourd'hui, ce bâtiment est devenu le musée Rodin et tout le monde peut voir la décoration intérieure. Nous vous remercions de votre visite.